Exit les constructions en béton, les immeubles entassés dans les villes. Aujourd'hui, construire une maison écologique et moderne est devenu le rêve de nombreux Français. Un rêve qui s'est accéléré post-confinement. Maisons individuelles ou tiny house, ces habitations bioclimatiques isolées à l'aide de matériaux naturels ont le vent en poupe. Si les avantages d'une maison écologique concernent en premier lieu notre planète, ils profiteront également à notre portefeuille. Dans le Var, à Seillan, Pierre Pralu et Bruno Bazir ont fait de l'architecture bioclimatique leur spécialité. Ce procédé millénaire fait du soleil et de l'environnement des éléments indissociables de la conception de votre maison. Une maison bioclimatique, c'est une maison très intégrée à son environnement et on va utiliser l'environnement proche, les arbres, les forêts, le paysage, mais aussi les courses solaires. Donc c'est une maison très intégrée à la nature et c'est la nature qui va lui donner ses performances. Premier défi pour les constructions bioclimatiques donc, savoir capter pleinement l'énergie du soleil. L'objectif, optimiser au maximum les apports thermiques en suivant la course solaire. En hiver, il a une course assez basse puisqu'il va juste passer au-dessus du cyprès, alors qu'en été, il a une course très haute qui va nous permettre d'avoir des ombrages intéressants. Vous voyez, il y a 3 facettes. Donc cette façade, c'est une façade sud-sud-est qui permet d'attraper très vite le soleil dès son lever. Et après, plus tard, donc, on tourne, le soleil évolue dans le ciel. Et là, on a une façade plus au sud et l'autre, là-bas, la dernière façade, elle est complètement sud. C'est aussi intéressant de voir par rapport à l'exposition. Donc, on a aménagé cette casquette qui prend, elle aussi, en compte la course solaire d'été. Donc, à partir de début mai, cette casquette fait que le soleil ne rentre plus dans la maison. Le 3 mai, le soleil, il est pile au pied du mur, il ne rentre plus. Puis, petit à petit, l'ombre va se déplacer sur la terrasse. Voilà, donc ici vous avez une bonne idée des performances bioclimatiques d'une maison bien pensée parce que là actuellement il fait 4 degrés dehors et là il fait 25 degrés dans la maison sans aucun chauffage. Côté architecture, plus les formes seront simples, moins les pertes de chaleur seront importantes. Et dans le cadre d'une architecture bioclimatique, l'organisation intérieure des pièces ne laisse rien au hasard. On est sur des bâtiments plutôt compacts, bien rassemblés et très efficaces au niveau de la distribution. On va mettre plutôt les chambres à l'est et les pièces à vivre à l'ouest. Voilà. On privilégie 60% de vitrage en façade sud. Mais il faut que ces vitrages soient très bien protégés pour les contraintes thermiques d'été. Donc c'est bien pour l'hiver, mais ça deviendrait un four l'été. Alors Bruno, sur quoi tu travailles ? Ah ben, donc tu sais, c'est le projet d'abord au Jeanneret. Voilà, donc là on a réussi à finir à peu près l'intégration. Ici également, on a donc tout ça en terre crue qui nous permet d'augmenter l'inertie. Inertie, isolation, 2 mots-clés dans la construction d'un habitat bioclimatique, à ne pas confondre. L'isolation, elle, permet de limiter les déperditions de chaleur et l'inertie permet de l'emmagasiner puis la restituer de manière diffuse. Les matériaux naturels, terre cuite ou crue, liège ou paille sont à privilégier. Ils stockent très bien les rayons du soleil pour les transformer en chaleur. Par exemple, du chaud-chanvre comme ça, on va noyer l'ossature bois avec le chaud-chanvre, ce qui fait que du coup il n'y a plus du tout de risque ni de feu ni d'insectes parce que c'est complètement noyé. Voilà. Sinon, donc, avec des grosses épaisseurs dans la structure, on va avoir le chaud-chanvre et là-dessus, on va mettre, ça c'est à l'intérieur du mur et à l'extérieur, on va rajouter une surisolation. Donc du coup, il n'y a plus aucun pont thermique. Des matériaux biosourcés, de préférence issus de ressources locales. Résultat, ils présentent aussi un bilan carbone favorable. Si faire construire une maison bioclimatique coûte parfois plus cher qu'une maison traditionnelle, elle permet de faire de réelles économies à long terme. Comptez en moyenne 2 200 € du mètre carré habitable. Avec l'explosion des coûts de l'énergie et le fait d'économiser énormément sur la consommation de la maison, et bien forcément, ça va être non seulement des économies financières à terme, mais également du bien-être en plus. Donc, on a
toutes sortes de solutions techniques pour que ça soit entre le coût d'une maison d'un artisan classique, une maison faite traditionnellement, et des astuces pour être moins cher. Donc soit justement avec ces caissons de paille, soit avec des chantiers participatifs. Ce type d'habitation consomme en moyenne 5 fois moins d'énergie que les logements classiques. Exit les constructions en béton, les barres d'immeubles uniformes. Depuis mars dernier, les Français sont en mal de nature. Beaucoup se tournent vers de l'éco-rénovation ou des habitats alternatifs, à l'instar des maisons bioclimatiques. Suite au confinement, les gens se sont rendus compte que leur logement ne leur correspondait plus du tout. Et donc, du coup, ils se sont posé la question comment faire pour améliorer ou carrément donc, changer de logement. C'est un besoin de nature, c'est-à-dire de contact avec la nature, avoir un espace extérieur. Mais on a également une notion d'autonomie. De plus en plus de gens viennent avec une recherche d'autonomie, c'est-à-dire récupération d'eau, produire de l'énergie, même d'avoir une production agricole. Comme par exemple cette construction pensée pour un couple dont le but est d'atteindre l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Il y a une serre sur 2 niveaux qui va produire toute l'année. Il y a tout un jardin en permaculture, donc une conception en permaculture de l'ensemble, récupération d'eau de pluie, du photovoltaïque, de l'eau chaude thermique, donc il y a une maison en paille, et donc toutes sortes d'éléments pour fabriquer de quoi produire de la nourriture. Là on est un peu contraint, hein, tu vois, à cause des limites. Ouais, donc du coup on n'a pas beaucoup de sud. Mais tu vois, on est sud-sud-est. Oui, mais je veux dire que la grande façade, elle est est et ouest, quoi. Donc, des maisons originales et alternatives que Bruno et Pierre imaginent depuis le début des années 80. Aujourd'hui, les 2 architectes travaillent toujours main dans la main et les projets ne cessent de se multiplier. On a une très bonne solution qui permet d'utiliser des sous-produits agricoles, qui permet de valoriser des déchets et pour autant de faire des maisons extrêmement sobres, extrêmement performantes, très confortables, très modernes. Donc la modernité, elle est dans ces matériaux naturels qui sont là à disposition, on n'a qu'à se baisser pour les ramasser. Et ça, c'est un petit peu un modèle de croissance qu'il faut qu'on ait à l'avenir. À quelques kilomètres, à la Martre dans le Haut-Var, Léna, ingénieure, et Thomas Charpentier vivent ici, dans cette tiny house de 12 mètres carrés au sol. Il faut essayer d'avoir des matériaux très légers, parce qu'on doit respecter, on ne doit pas dépasser les 3,5 tonnes. Donc là, on a un bardage en épicéa thermotraité, donc c'est chauffé, ce qui fait que ça le rend imputrescible et très léger. Donc après, la structure en NL est en épicéa, pareil, un bois assez léger. C'est isolé, celle-ci elle est isolée en biofibre trio, donc c'est un mélange de chanvre, lin et coton. Voilà. Des matériaux là aussi biosourcés pour un rendu naturel, cosy et moderne. Construite dans un but de durabilité, isolée, étanche à l'eau et à l'air, la tiny house répond aux contraintes thermiques actuelles. Là, elle a du bardage vertical, mais c'est un peu cassé de temps en temps avec du bardage horizontal pour pas faire de trop grandes façades. Et ensuite, elle a 2 toitures différentes pour gagner de la place dans la mezzanine et une forme de toit à 2 pentes pour avoir un aspect de petite maison mignonne. Bien isolée, tout équipée, la tiny house se prête à de multiples usages. Atelier, chambre d'amis, extension de la résidence principale ou encore maison d'hôte ou de campagne. Entre la roulotte et le mobil-home, la tiny house est une vraie petite maison. Son petit volume impose le sur-mesure. Tout doit être optimisé. Là, on a la partie salon avec une banquette avec beaucoup de rangements, une table avec une autre partie de table qui est rangée dans la salle de bain qui fait que ça peut faire une grande table pour recevoir du monde et elle se rabaisse aussi pour faire un lit de place pour les invités. Là, on a le petit poêle qui nous suffit largement à chauffer. Ensuite, on a la cuisine donc, qui est assez spacieuse. On peut travailler à 2 chacun sur un plan de travail. On a beaucoup de rangements dans les tiroirs. Et la salle de bain derrière. Ensuite, on a la mezzanine avec le couchage. Donc l'échelle est rangée ici. Finalement, tout est pensé pour que ce soit fonctionnel et pratique. Parce que c'est petit. Donc en fait, si on perd l'espace avec des choses mal pensées,
après on n'a plus la place de rien faire et de ranger les choses. Un mode de vie minimaliste qui séduit de plus en plus de Français en quête de nature et d'un toit à petit budget. Un petit volume qui nécessite peu d'entretien et impose une consommation très raisonnée. On est les 3/4 du temps dehors. Donc en fait, en vrai, on a une grande maison pour en fait, quand on y réfléchit, faire quoi? Y vivre, rentrer le soir, faire un petit repas, manger, aller se coucher. On n'a pas besoin de 200 mètres carrés. Et puis finalement, dans un petit espace, on fait peut-être plus de choses ensemble. Enfin, s'il y en a un qui regarde un film, souvent l'autre du coup il vient aussi, ou on a pas mal de jeux aussi, de jeux de société. On partage peut-être plus de choses dans un petit espace. Séduit, le couple s'est lancé dans la construction de ces petites maisons. Les tiny houses sont toutes différentes en fonction des besoins et envies de chacun. Le souhait de la future habitante, c'était de pouvoir se déchausser à l'abri. Donc il y a un petit auvent ici. Voilà, on voit qu'il y a une mezzanine et en fait là il y a un escalier fixe qui fera rangement en même temps. Après dans celle-ci, la cuisine est beaucoup plus petite que dans la nôtre. Elle avait plus besoin d'un bureau en fait pour travailler, pour éventuellement faire du télétravail et travailler dans sa tiny et éventuellement changer de région avec la tiny en conservant son poste de travail. Mobile, confortable, pratique, écologique et économique. Les avantages ne manquent pas. Ce micro-habitat écologique séduit. Et si le mouvement s'installe durablement dans le paysage, la loi reste floue. Si aucune norme officielle n'encadre la construction de tiny house, la création en septembre 2020 d'une fédération consacrée à ce nouveau mode d'habitat, la Fédération pour l'habitat réversible, devrait aider à faire avancer le dossier.